Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ose et aujourd'hui je vais vous présenter ma charte déontologique et tout ce que je considère éthique à faire ou ne pas faire dans la rue. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Premièrement parce que, comme certains d'entre vous le savent, je fais une formation et au cours de cette formation, le premier jour avant la pratique, je donne à tous mes stagiaires une charte déontologique qu'ils doivent signer et qu'ils doivent être sûrs d'avoir bien compris. Donc je fais déjà cette vidéo pour mes futurs stagiaires et mes stagiaires qui sont passés aussi pour leur rappeler quelques règles. Et puis pour tous les gens qui voudraient se lancer dans l'hypnose de rue, que vous soyez débutant ou que vous ayez appris, c'est toujours bien de rappeler quelques règles, sachant que l'hypnose rapide est très controversée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et on commence tout de suite avec l'importance du respect du sujet. Donc, le respect du sujet, ça inclut énormément de choses. Ça inclut d'accepter la personne dans son intégrité et de ne pas tenter de la dégrader de quelque façon que ce soit. Donc, les choses essentielles que je répète, puisqu'apparemment tout le monde ne les a pas comprises, euh, toute forme d'exhibition morale ou physique dégradante ne devrait pas être acceptée en hypnose de rue. Je sais que il y a beaucoup de choses qu'on voit sur Internet, on peut apprendre l'hypnose de rue par Internet, on peut apprendre l'hypnose de rue dans les livres, et c'est vrai que parfois on oublie de mettre un accent très important sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans la rue. Donc évidemment, l'éthique, encore une fois, c'est une question de point de vue. Moi, je vous propose un cadre le plus respectueux possible pour vous et pour votre sujet, pour que tout se passe en sécurité et que vous vous sentiez à l'aise. Je pense que c'est très important, autant pour vous que pour la personne qui va vivre la séance. Donc, quand je dis pas d'exhibition morale et physique, n'oubliez pas qu'on n'est pas en spectacle. En spectacle, parfois, on est plus basé sur comment le public va réagir, quitte à faire des choses qui pourraient dépasser certaines limites. Dans la rue, ce n'est pas le cas. On ne fait pas la séance pour le monde qu'il y a autour, même si parfois on peut en jouer, bien évidemment. On fait d'abord la séance pour la personne qui est en face de nous. Et comme cette personne, elle est vraiment là, et que la plupart du temps on nous a choisi en tant qu'hypnotiseur, elle nous accorde du temps. Et c'est très important de lui rendre, pour moi, à mes yeux, correctement, et du coup de s'occuper d'elle, et surtout de s'intéresser à ce qu'elle veut vivre et à ce qu'elle ne veut pas vivre. Je m'explique. Euh, vous n'êtes pas obligé de faire des séances d'hypnose de rue où les gens sont par terre, vous faites des ruptures de pattern, vous les faites tomber vraiment très violemment par terre non plus, et vous leur faites des choses qui peuvent être dégradantes, telles que faire la poule, euh, ou d'autres choses finalement qui, en tout cas, le meilleur moyen de savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans ce genre de suggestions, c'est plutôt de vous demander tout simplement qu'est-ce que moi je serais capable de vivre, qu'est-ce que j'apprécierais ou pas qu'on me fasse faire. Et si vous avez un doute, vraiment, n'hésitez pas, demandez à votre sujet s'il a envie de vivre cette chose-là. N'oubliez pas que en hypnose de rue, on a quand même le libre arbitre. Je continue à le dire, je ferai une vidéo là-dessus. D'ailleurs, dans toute forme de transe, on a le libre arbitre. Même si on a des outils de manipulation positive, je l'espère, très forts, ce n'est pas une raison pour les utiliser à des fins égocentriques. Et je m'entends bien quand je dis ça, je vois beaucoup de séances filmées où certains hypnotiseurs sont fiers de réussir à faire des choses pas très éthiques à d'autres. Et posez-vous les bonnes questions. Si vous allez dans la rue pour prouver que vous avez du pouvoir, alors croyez-moi, ce n'est pas pour vous et ça finira toujours à un moment donné par vous dépasser complètement. Donc une autre règle, il y a le respect moral, religieux, politique ou autre. Ça c'est très important parce que dans la rue, on ne le sait pas toujours, mais on peut avoir des gens qui arrivent avec des religions différentes des nôtres. Euh, pour donner un exemple, les religions liées à l'islam n'ont pas forcément une très bonne image de l'hypnose. Et c'est vrai que si vous avez une personne avec un signe religieux qui s'approche de vous, qui vous demande une séance d'hypnose, vérifiez bien quand même avec la personne si ça va à l'encontre de ce qu'elle peut ressentir religieusement. Et ne vous amusez pas à jouer avec ce genre de choses. Euh, N'oubliez pas quand même que vous avez un outil puissant, que les gens en face de vous ont des croyances, qu'on n'est pas là pour changer leurs croyances, à part peut-être sur leur capacité, mais sûrement pas sur leurs valeurs fondamentales à aucun moment. Donc faites très attention à ça aussi, s'il vous plaît, le respect moral, religieux et même politique parfois, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on fait des suggestions qui peuvent être un peu controversées, euh, comme des suggestions telles que le changement de sexe ou le changement de prénom. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir derrière la représentation d'un prénom ou ce genre de choses. Donc
Je vous demande, évidemment, vous ne pouvez pas tout savoir, mais si vous avez des doutes, n'hésitez pas à poser des questions. Une autre chose très importante aussi, c'est pas de rémunération en hypnose de rue. L'hypnose de rue, c'est justement quelque chose qui est censé être gratuit pour faire découvrir l'hypnose. Alors, si vous êtes thérapeute, rien ne vous empêche, si vous avez un très bon feeling avec la personne et qu'elle vous demande si on peut utiliser l'hypnose pour d'autres techniques, pour des problématiques et que vous avez les outils et la formation pour le faire, je précise bien ça, alors ne vous gênez pas pour donner votre nom ou votre carte. Quand bien même c'est quand même, j'ai remarqué, plus intéressant quand c'est l'autre qui vous le demande que quand c'est vous qui le proposez. N'oubliez pas qu'on est dans un cadre de rue, que ça doit rester ludique et amusant. C'est surtout ça aussi qu'il faut garder en tête, autant pour vous que pour la personne en face de vous. Euh, voilà. Et puis une autre chose aussi, pour avoir pratiqué dans plusieurs pays, n'oubliez pas que ce soit en Belgique, en France ou dans d'autres endroits, il n'y a pas les mêmes règles partout. Il y a certains endroits en France où on a le droit de faire de l'hypnose de rue dans la rue, mais pas forcément devant des grandes enseignes, et dans d'autres pays, c'est pas forcément le cas. Donc n'hésitez pas, si vous voulez pratiquer, à vous renseigner à l'avance sur les possibilités de où est-ce que vous pouvez pratiquer et si vous pouvez tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était des petites choses globales qui me semblent quand même essentielles sur le respect du sujet. Mais donc, je vous répète ça, n'oubliez pas, vous avez quelqu'un en face de vous qui a le libre arbitre, donc ne lui imposez pas votre point de vue, n'essayez pas de le convaincre. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos, il y a des techniques dans le pre-talk pour réussir une séance d'hypnose, même quand il y a quelqu'un qui a des blocages. Mais on n'est pas là pour convaincre, on est là pour partager. On n'est pas là non plus pour montrer qu'on a un ego surdimensionné et qu'on est très très fort avec des outils super puissants. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre l'hypnose en tant que sujet, et j'ai pas envie de le faire vivre comme ça non plus en tant que praticien. Donc, n'hésitez pas à vous remettre en question là-dessus aussi, pourquoi vous êtes dans la rue. Et puis, si une séance se passe mal, parfois aussi, on peut se demander quelle posture on a. Non pas qu'il y ait une posture particulière à prendre, je ne crois pas vraiment que la position haute ou la position basse, selon ce qu'on fait, ne soit pas modifiable. Mais en tout cas, on peut avoir conscience que quand il y a une problématique, euh, parfois ça peut être de notre faute. Donc voilà, première partie sur le respect du sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontairement. Ensuite, la deuxième partie sera sur des tips, donc des choses qui sont pour moi complètement interdites de pratique, et puis d'autres choses sur lesquelles je mets l'accent parce qu'elles me semblent essentielles quand on fait de l'hypnose rapide. Alors, voici quelques interdits qui me semblent essentiels également à rappeler. Première chose, on est dans la rue. On est dans la rue, donc ça veut dire qu'il y a des voitures, qu'il peut y avoir du mouvement, qu'il peut y avoir des manifestations, et croyez-moi, ça arrive de temps en temps, il peut y avoir du bruit, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc, si vous avez eu une bonne formation et que vous savez ce que vous faites, normalement, vous devez comprendre qu'il faut sécuriser le sujet pour obtenir un résultat, mais vous devrez comprendre aussi qu'à partir du moment où la personne ferme les yeux, elle vous fait une totale confiance. Vous êtes tout de même ses yeux à ce moment-là et donc responsable de son corps, au moins par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, car vous, normalement, avez les yeux ouverts. Donc, je vous prie de faire très attention à ce qui se passe autour de vous, dans la rue, de prévenir votre sujet si jamais il se passe quelque chose, sans avoir peur que la personne ne rentre de transe, parce que finalement, c'est quelque chose qui pourrait la surprendre, qui pourrait casser le lien et finir la séance plus rapidement que prévu. Donc, simplement de dire, si vous anticipez quelque chose, par exemple, ah, là, je crois qu'il va y avoir un mouvement, peut-être une voiture, je vais me permettre de te décaler et nous pourrons continuer la séance après cela. Donc prévenir son sujet parce que à ce moment-là, vous êtes ses yeux, il vous fait une totale confiance, donc c'est quand même la moindre des choses qu'il se sente le plus en sécurité possible, aussi physiquement, même si on n'est plus sur le mental dans une séance. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Vos sujets vous font confiance, donc rendez-leur cela avec beaucoup d'éthique, s'il vous plaît. Ensuite, quelque chose de radical pour moi, dû aux pratiques et au nombre de choses que j'ai vues dans la rue, je refuse catégoriquement d'hypnotiser les gens qui sont sous alcool, sous drogue ou qui ont des troubles comportementaux. Alors, on n'a pas tous fait psychopathologie pour le savoir, mais vous avez du bon sens quand même. Si quelqu'un arrive en titubant, vous pouvez vous douter qu'il y a un problème. Euh, c'est pas du tout une bonne idée d'hypnotiser quelqu'un qui se sentirait déjà dans une certaine transe particulière
ou qui ne se sentirait pas dans son état normal, sachez-le. Je vous dis ça parce qu'on ne sait jamais ce qui peut sortir de ces séances et qu'on n'a pas les compétences pour faire ce genre de choses, surtout quand on est dans la rue, même si on est thérapeute. Donc ne vous aventurez pas à faire ce genre de choses, à part si vous êtes en soirée avec des amis. Je ne sais pas quels seront les résultats, ça dépend vraiment des personnes, mais dans la rue en tout cas, s'il vous plaît, ne vous amusez pas. Si vous avez le moindre doute, demandez, encore une fois. N'oubliez pas que vous n'êtes pas forcément voyant, donc c'est mieux de demander d'être sûr. Et si jamais la personne vous semble avoir un quelconque problème, refusez la séance s'il vous plaît. Et je fais également ça aussi avec les... Je ne prends pas les gens qui ont moins de 16 ans. Pourquoi à part s'ils sont accompagnés d'un adulte ou que j'ai l'accord d'un adulte responsable ou qui est là, ou j'ai l'accord d'un adulte responsable au téléphone, tout simplement parce que je vous explique. Imaginez vous ayez un enfant qui a une dizaine d'années par exemple, et il revient de sa journée de l'école, et puis il vous dit aujourd'hui maman il y a quelqu'un qui m'a fait oublier mon prénom, et après il y a quelqu'un qui m'a fait oublier mon âge, et après il y a quelqu'un qui m'a fait croire que j'étais sur la lune. Je vous laisse imaginer un peu la tête des parents. Surtout que bon, les enfants ont une perception un peu particulière de l'hypnose. Si vous n'arrivez pas bien à expliquer ce qui se passe pendant la séance, je ne vous raconte pas la problématique derrière. Donc s'il vous plaît, demandez l'âge encore une fois si vous ne le savez pas. Il n'y a aucune honte à demander. Faut mieux que tout se passe de façon éthique, et vous-même dans votre pratique, vous vous sentirez beaucoup mieux si vous faites ça. Donc pas d'alcool, pas de drogue, parle de troubles mentaux. Attention aussi, je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Vous pouvez pas toujours le voir, mais si par hasard, un jour, vous voyez quelqu'un qui peut avoir des traces physiques de scarification, par exemple, attention, on n'est jamais à l'abri d'avoir quelqu'un qui fait une dépression devant nous. On ne sait jamais ce que l'hypnose peut faire ressortir. Je ne pense pas que l'état de transe en lui-même soit dangereux, mais je pense que ça peut nous connecter à certaines émotions. Et n'oubliez pas quand même que c'est un outil puissant et que parfois on ne se rend pas compte à quel point on va loin. Je peux vous dire que ça m'arrive parfois d'avoir simplement une catalepsie des mains, c'est-à-dire par exemple les deux mains qui se collent et quelqu'un qui se met à pleurer pendant 40 minutes. Donc je ferai une vidéo là-dessus aussi pour comment gérer dans ce genre de situation. Quand on n'a pas les outils thérapeutiques par exemple pour le faire, ou qu'on ne se sent pas forcément concerné n'ayant pas les outils pour le faire, mais s'il vous plaît faites attention à ça. Et pour finir, le plus important, la chose sur laquelle je n'ai aucun scrupule, euh, autant pour les gens que je vais former que pour les gens qui commencent ou même qui s'y connaissent, et même pour les praticiens en hypnose diplômés de n'importe quelle école, je ne vous conseille pas, pour les praticiens, de faire de la thérapie dans la rue, et pour les autres, c'est hors de question. Sachez-le, l'hypnose de rue est faite pour être ludique, pour faire découvrir l'hypnose, pour vivre des phénomènes hypnotiques. À aucun moment, je pense qu'il est bon de partir en séance de thérapie dans la rue, tout simplement parce que ce n'est pas la demande. Et ensuite, on n'est pas là pour faire ça, en fait, tout simplement. Donc il y a des lieux plus appropriés pour ça. Dans la rue, il y a du bruit, il y a des gens, il y a autour. Ça fait aussi partie du respect de la personne, hein, de ne pas l'embarquer, quelle que soit l'idée que vous ayez. Rien ne vous empêche de lui faire un cadeau hypnotique à la fin de votre séance, ou de lui faire comprendre de tout le chemin qu'il a parcouru et de tout ce qu'il a appris, et de faire des ancrages ou ce genre de choses. Vous pouvez même lui demander s'il a besoin d'un ancrage bonne humeur ou un ancrage d'énergie, et faire quelque chose comme ça. Moi j'appelle ça un cadeau hypnotique à la fin de la séance, mais en aucun cas, vous ne pratiquez l'hypnose thérapeutique, surtout si vous n'y êtes pas formé, tout simplement. Arrêtez de vous prendre pour des magiciens, on l'est sur plein de choses, mais quand il s'agit de problématiques et d'émotions des gens en face de nous, s'il vous plaît, faites attention à ça. Et j'en profite pour dire une chose que moi j'interdis formellement, mais complètement dans la rue, qui me paraît essentielle, c'est aucune régression. Je m'entends bien quand je dis aucune régression. Il y a des techniques pour faire vivre des choses aux gens. Par exemple, j'adore, ma préférée et celle qui marche le mieux, c'est de faire comme si. C'est l'énorme différence qu'il peut y avoir dans une séance de rue entre dire à quelqu'un maintenant tu vas redevenir l'enfant que tu étais quand tu avais 5 ans, et maintenant tu vas redevenir comme si tu avais 5 ans. Alors la différence, c'est que vous allez l'associer la première fois avec tous ses souvenirs et vous n'avez aucune idée de ce que cette personne a vécu, donc ne la faites pas revenir dans des souvenirs, on ne sait jamais ce qui peut sortir. Et dans la deuxième, vous lui faites croire qu'elle est comme un enfant, c'est-à-dire qu'elle n'est pas redevenue l'enfant qu'elle était, elle est comme un enfant.
Donc faites très 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 attention à ça. On ne joue pas avec les souvenirs des gens, on ne rentre pas des souvenirs dans leur tête qui n'existent pas, on ne fait pas non plus de thérapie. Ça c'est des choses que je vois de temps en temps et qui pour moi sont une aberration, s'il vous plaît. Les gens vous font confiance, ils ne vous connaissent pas, ils sont en train de faire leurs courses, ils s'arrêtent, ils ont décidé de découvrir l'hypnose avec vous. Donnez-leur une meilleure image possible de l'hypnose et je peux vous promettre que même pour vous-même, vous vous sentirez beaucoup mieux en séance si vous ne touchez pas à ce genre de choses. Donc je le répète encore une fois, pas de régression. Si on veut faire une régression, on utilise le cadre comme si et pas de thérapie dans la rue. Donc ça, c'est les choses pour moi qui sont interdites à faire dans la rue. Maintenant, je vais vous donner quelques tips et quelque chose sur lequel il faut vraiment focus quand on est dans la rue. Alors, les choses qu'il faut focus. Premièrement, une petite chose qui me semble quand même assez importante, si jamais vous voulez filmer la séance pour votre site personnel ou peu importe, vous devez demander à la personne si elle est d'accord, cela s'appelle le droit à l'image. Donc s'il vous plaît, quand vous filmez quelque chose, et d'ailleurs même si quelqu'un vous filme, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit parce qu'on ne sait jamais où ce genre de vidéo peut se retrouver, donc n'oubliez pas que vous avez autant de droit à ça, que vous devez aussi le respecter pour les autres. Ensuite, et le plus important pour moi, je pourrais vous faire une vidéo entière là-dessus, c'est ce qui me choque le plus autant en spectacle que en hypnose de rue, bien qu'on utilise une transe entre légère et semi-légère. On ne sait jamais vraiment quelle est la profondeur de la transe qu'on peut atteindre. Certaines ruptures nous permettent d'aller très loin, étant un très bon sujet, je peux vous en parler. Il faut vraiment, mais vraiment, vraiment que vous compreniez une chose. La personne arrive dans un certain état. Il faut que quand elle reparte, son état, au mieux, n'est pas changé, et vraiment, encore mieux, qu'elle ait gagné quelque chose. À aucun moment, la personne doit partir en se sentant mal, en ayant des émotions qui pourraient paraître comme négatives, qu'elle ait une gêne physique ou ce genre de choses. Il faut mieux prendre beaucoup, beaucoup de temps pour faire un réveil propre, structuré, regarder la personne, lui demander si elle est bien là, si elle a besoin qu'on l'aide encore, si elle a encore besoin de quelque chose. N'oubliez pas que la personne vous donne à un moment donné sa confiance et le plus important pour moi dans une séance, c'est pas forcément de la commencer, c'est de savoir bien la finir car ce sera ça qui va vraiment, quand la personne rentrera chez elle, lui permettre ou pas d'apprécier l'hypnose finalement. Sachez qu'on peut vivre de très belles séances et selon comme on est à la fin de la séance, si on n'a pas quelqu'un qui nous accompagne pour revenir à un état où on se sent bien, peu importe ce qui s'est passé pendant la séance, ou si on a des souvenirs qui ne sont pas là, ça pose un énorme problème. Donc j'en viens à vous dire, apprenez à faire de vrais réveils. Si vous voyez que votre sujet ne se sent pas forcément bien, demandez-lui ce que vous pourriez faire pour lui. On n'est pas en train de faire de la thérapie, mais s'il y a une gêne, avec le peu d'outils que vous avez, vous pourrez quand même essayer de voir si vous ne pouvez pas enlever cette gêne physique, lui mettre de la bonne humeur, lui faire un petit cadeau hypnotique. Vous avez plein de moyens de lui faire passer une très belle séance et surtout de bien la finir pour que quand il rentre chez lui, il garde une très belle image de cette séance, de vous et de l'hypnose. Parce que n'oubliez pas que vous représentez l'hypnose aussi dans la rue quand même. Donc, vous devez, il y a une partie de vous qui doit complètement focaliser sur ce qui va se passer dans la séance, bien évidemment, et parfois on prend beaucoup plus de temps à hypnotiser la personne qu'à lui faire un réveil. Et je trouve pas ça forcément normal, parce que finalement, moi, dans mon réveil, je pense que c'est le plus beau moment de la séance, parce que c'est le moment où je fais prendre conscience à la personne de tout ce qui s'est passé. Et je tiens à le dire aussi, quelque chose qu'on ne voit pas assez en spectacle, et c'est embêtant quand même, je trouve, et pas assez dans la rue, j'aime bien quand même si la personne, pour moi, reste toujours avec son libre arbitre et un état de conscience quand même pour savoir ce qui se passe, rappeler à la personne qu'elle se rappelle de tout ce qui s'est passé dans la séance. Alors, si vous ne le faites pas, la plupart du temps, cela arrive un petit peu après, mais ça peut être très très beau de voir la personne se rendre compte de tout ce qu'elle a vécu pendant la séance. Donc n'oubliez pas, un réveil. Si vous avez besoin de refaire un réveil, n'hésitez pas. Si vous voyez qu'il y a une gêne physique, demandez. Si vous voyez que la personne est un peu fatiguée, un petit cadeau hypnotique pour lui donner de la force et pour lui demander comment elle fait pour se sentir encore mieux. C'est aussi le but, que la personne elle se sente bien. Ça sert à rien qu'elle parte en pleurant. Par contre, ça arrive qu'il y ait des séances où la personne se mette à pleurer, c'est qu'elle a quelque chose à lâcher. Donc ça, je vous ferai une vidéo aussi pour vous expliquer comment gérer ça. Donc il y a des cas, mais en tout cas, vraiment, restez focus là-dessus. Le réveil, c'est essentiel.
Il y a plein d'hypnoses d'hypnose de spectacle où on ne voit pas de réveil sur le public, par exemple, et croyez-moi qu'au bout d'une heure et demie à observer des gens être en transe, il y a quand même une partie de nous qui est un peu ailleurs, faut le dire. Il n'y a pas de danger à proprement parler, mais on essaye vraiment de faire en sorte que les gens soient vraiment bien, qu'ils partent au moins dans le même état dans lequel ils sont arrivés. C'est le minimum. Ils vous font confiance, s'il vous plaît. Donc là-dessus, très important. Et n'oubliez pas aussi, à la fin de la séance, de leur dire qu'ils se rappellent de tout ce qui s'est passé. Vous verrez, ça vous fera ça vous fera quelque chose pour vous-même parce que vous allez vous rendre compte de la beauté de la séance parce que la personne va sûrement beaucoup en rire et vous sourire. Donc ce sera déjà un cadeau pour vous. Puis ce sera un cadeau pour elle aussi parce que le but n'est pas de vivre des choses exceptionnelles et de les oublier, loin de là. Et même s'il s'est passé quelque chose d'un peu particulier dans la séance qui ne vous semblait pas bien, c'est important et pour moi très éthique de le rappeler parce que, encore une fois, on ne touche pas aux souvenirs. Les souvenirs, ça appartient à la personne, on n'est personne pour essayer de les déplacer ou ce genre de choses. Un autre truc, en plus du réveil qui me semble essentiel, un autre truc qui me gêne énormément, et ça, j'accuse personne, mais je dois avouer que pour les gens qui apprennent sur Internet, on voit des choses assez violentes. S'il vous plaît, avec vos ruptures de pattern, arrêtez. Là aussi, je vous ferai des vidéos là-dessus. On arrête de faire des ruptures où on essaye de casser le bras à la personne, où la personne s'explose par terre, dans la rue devant tout le monde. La violence de la rupture de pattern physique n'a rien à voir avec le niveau de transe. Je sais que parfois c'est pour vous rassurer. Alors il y en a qui ont très peur, généralement c'est les thérapeutes quand ils apprennent, ils ont très peur de la rupture et ils en sont fascinés par la même occasion. Mais s'il vous plaît, rendez-vous compte qu'on peut faire des ruptures avec un certain positionnement haut peut-être, qui sont tout aussi efficaces et qui n'ont pas besoin de finir où on arrache le bras à la personne. Honnêtement, il y a certaines vidéos sur Internet qui sont flippantes à ce sujet-là. S'il vous plaît, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'en parler, je vous ferai une vidéo là-dessus. On n'est pas obligé de faire des ruptures où on arrache le bras à l'autre, où l'autre souffre. On n'est pas obligé de faire ça déjà en rendu visuel, je vous jure que c'est aberrant. Et ensuite, il y a des moyens, il y a d'autres moyens de faire exactement les mêmes ruptures sans faire ça. Donc je vous le précise vraiment, ce n'est pas la force que vous mettez dans votre bras à ce moment-là qui va faire que la personne va partir en transe ou pas, mais votre conviction. Et d'ailleurs quand vous faites ça, c'est un peu comme si vous n'aviez pas confiance en votre pratique et que vous vous sentiez obligé de faire ça pour que ça marche. La violence dans les ruptures de pattern n'a aucun impact sur l'état dans lequel va se retrouver la personne ni la séance. Donc autant se focaliser sur le bien-être du sujet. D'ailleurs c'est une partie que j'enseigne dans ma formation et qui me semble essentiel, étant un sujet moi-même ayant vécu du spectacle et de la rue, je sais à quel point c'est important. Ensuite, alors, d'autres choses, ah oui, alors, les suggestions. Alors, encore une fois, je suis personne pour vous dire ce qui est bien ou pas bien, moi je vous donne des exemples de ce que j'ai dans la rue, ça fait presque 7 ans que je pratique dans la rue, donc j'ai quand même vu beaucoup de choses, autant en formation, dans diverses écoles, qu'avec beaucoup de personnes différentes. Et j'aime beaucoup apprendre de tout ce que je vois. Et c'est vrai que les suggestions, bon, on peut faire beaucoup de choses, d'accord. Rien ne vous empêche d'expérimenter si vous demandez l'accord à la personne. Si vous avez envie de tester quelque chose, vous n'avez jamais testé, n'hésitez pas. Mais si vous n'êtes pas sûr et si ça implique quelque chose de moral ou de physique avec la personne, demandez-lui simplement si elle est d'accord. On n'est pas avec des cobayes, je continue à le dire, arrêtez de prendre vos sujets pour des cobayes, ce sont des êtres humains. Est-ce que vous-même vous auriez voulu, si vous voulez ça, il y a des super spectacles d'hypnose où vous avez vraiment l'impression d'être des cobayes sur scène et que tout le monde se fout de votre gueule et que ça marche très bien, donc on peut toujours faire ça en spectacle d'hypnose. Et encore une fois, désolé pour ce petit pic, mais je vous promets que quand les gens me disent qu'ils ont peur de l'hypnose, je peux comprendre, parce que moi-même, de temps en temps, je vois des choses aberrantes, même avec des gens qui ont beaucoup d'années de métier derrière eux. Mais bon, je ferai une vidéo là-dessus, hein, ce sera mon petit coup de gueule, controversé comme tout d'ailleurs hein, dans ce métier. Mais voilà, moi ce qui me semble essentiel, c'est que si vous doutez d'une suggestion, demandez. Arrêtez de croire que parce que vous avez les outils, vous savez absolument tout. N'oubliez pas qu'on travaille avec des êtres humains, et ça c'est quand même l'essentiel, donc n'hésitez pas à leur demander si ce que vous voulez faire peut vous sembler correct à vous, mais ne l'est pas pour l'autre. Et puis finalement, je fais un petit récapitulatif. N'oubliez pas le réveil, un vrai réveil, avec une petite phrase qui dit « vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé ». N'oubliez pas le droit à l'image, autant pour vous que pour l'autre. N'oubliez pas que les ruptures n'ont pas besoin d'être violentes, il y a d'autres moyens de faire. Le respect physique, c'est aussi faire attention à son sujet, parce que son sujet, encore une fois, nous fait confiance. Donc, quand il a les yeux fermés, à partir de ce moment-là, tout ce qui se passe, c'est nous qui pouvons agir dessus.
Et voilà, ça ce sont tous les tips, les choses essentielles à focaliser sur l'hypnose de rue. Bon, au milieu de tout ça, je vous rassure, l'hypnose de rue, c'est aussi un moment magnifique à partager, où on peut faire vivre des choses exceptionnelles à des gens selon leurs demandes ou selon nos envies. On peut développer notre créativité et peut-être même développer la leur. Et je pense que quand on est bien formé, on peut aussi en faire un apprentissage, en fait, apprendre aux gens à mieux se contrôler et pas toujours à perdre le contrôle comme on pourrait si bien le croire. Apprendre pour sa pratique et je ferai une vidéo là-dessus sur pourquoi, en tant que praticien par exemple, ça peut être très intéressant pour vous d'apprendre l'hypnose de rue. Moi, ça a personnellement changé ma vie et malgré le fait que j'appuie vraiment sur certains faits éthiques qu'on ne voit pas, et c'est pour ça que j'appuie vraiment dessus parce qu'on ne les voit pas toujours. Euh, venez, apprenez et n'hésitez pas à vivre ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux et vous en aurez beaucoup à tirer de manière personnelle dans votre métier et dans votre passion. Je vous embrasse et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Ose. Vous avez aussi ma page Facebook Hypnose Thérapeutique Edwige où je reçois en thérapie et pour les formations. Et voilà. Et je vais vous mettre une autre vidéo bientôt sur pourquoi ce serait génial pour vous d'apprendre l'hypnose rapide ou de rue. Bonne journée, au revoir.